Balado des ficelles est disponible partout depuis 7 ans grâce à votre soutien et votre encouragement, notamment via le Patreon qui dure seulement le temps du podcast, soit de septembre à décembre. Puis il est un petit peu trop tard pour vous abonner au palier qui vous permet d'avoir des billets pour l'événement de fin de saison de live pour l'heure de vérité. Mais il vous reste encore une semaine si vous voulez nous donner un petit coup de main. Encore une fois pour qu'on lise votre nom en ondes, et qui sait pendant le dernier épisode, ou pour avoir une merveilleuse bougie confectionnée par Gabrielle, notre ficelle de l'ombre. Fait qu'allez au patreon.com/ficelle pour trouver le palier qui vous correspondrait le mieux. Merci! Bienvenue au segment Eros et compagnie, surnommé cette année le segment Toto Tatatou, dans lequel on vous présente des jouets sexuels disponibles chez Eros et compagnie. Et après la description, Emna tentera d'associer un candidat ou une candidate d'OD au jouet de la semaine. Cette semaine, on vous présente le surhomme. Alors, je vais essayer de vous lire la description du site web en riant pas. Pourquoi se contenter d'être un homme quand on peut être un surhomme? Le surhomme est un cock ring vibrant fait de silicone de grade médical. En plus de vous offrir à vous et à votre partenaire de puissantes vibrations exaltantes qui se diffuseront jusqu'au bout de votre pénis, celle-ci aura l'impression qu'une petite langue soyeuse lui offre un cunilingus. Le surhomme est doté de 2 anneaux, un plus petit pour installer à la base du pénis et maintenir une érection bien solide, et un plus large qui s'installe sous les testicules pour offrir un maintien optimal ainsi qu'un contrôle des éjaculations. Mais fiez-vous aux commentaires laissés par Marthe qui s'intitule « Le surhomme en moi ». J'avais vraiment hâte de l'essayer. Très confortable, nous dit-il. Même l'anneau pour les testicules est parfait. Ça me donne un bandage incroyable. Alors, on pense que Marthe veut dire une érection probante, mais en tout cas. Alors, Emna, dis-moi, si le surhomme était un candidat ou une candidate d'OD, qui serait-il? Alors, je l'attribuerais à notre man bun favori, à Raph. Raph qui nous a démontré l'étendue de ses insécurités dimanche, mais aussi un peu toute la saison. Le surhomme ne fait pas des miracles sur la confiance en soi, mais peut-être que l'érection plus solide et le meilleur contrôle des éjaculations qu'il procure va permettre à Raph de se bâtir une estime de lui un peu moins chambranlante qui va ultimement lui permettre d'être un meilleur partenaire. Qui sait? Mais puisque la diversité des tactiques est souvent ce qu'il y a de plus efficace pour régler un problème, je recommanderais quand même à Raph, en plus du surhomme, bien sûr, une petite séance de thérapie. Ah, merci Emna et merci encore Eros et compagnie d'avoir soutenu les ficelles toute la saison. Vous pouvez utiliser le code promo ficelle15 tout collé sur leur site web pour profiter d'un joli rabais sur vos achats. Merci! Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 27 novembre 2024, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Mexique. Nous sommes présentement au studio chez Denise. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour. OK. Samia Amrani. Allô. Et moi-même, Amélie Faubert. Aujourd'hui, on revient sur les épisodes de la semaine d'Occupation Double et de la finale, la grande finale qui a eu lieu dimanche dernier, en vous parlant du sens de l'humour, du désenchantement et de représentation médiatique. Bonjour Emna! Hello! Bonjour Samia! Allô! Hey, merci d'avoir accepté notre invitation officielle. On était vraiment pas certaine que t'écoutais OD quand on t'a tendu une perche, mais les gens, le peuple t'avait réclamé, alors c'est une belle surprise que tu acceptes. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, Samia est avocate en droit de l'immigration, wannabe activiste et présidente de ELEM, j'espère que je le prononce bien, un organisme par et pour les communautés arabes queer à Montréal. Elle est notamment co-organisatrice du mouvement Queers pour la Palestine Montréal et elle essaie de se convaincre qu'elle n'est pas aigrie par la vie, juste bien frue à cause de l'apathie ambiante. Bref, un match parfait pour les ficelles. Et notre pusher de vin aujourd'hui. Pusher de vin. Hey, cheers! Cheers! Merci tellement d'être là. Merci de m'avoir invitée. Ben, est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à OD? Parce qu'on est vraiment curieux. Ben, pour vrai, c'est What do très you see drôle. in them? Ben, c'est la question qu'on se pose tous. Là. Ben, c'est ça l'affaire. J'ai accepté parce que, en fait, moi, ça s'inscrivait vraiment dans un truc que je faisais avec mes amis. Tous les dimanches, on se regroupait, puis je suis quelqu'un qui est quand même très occupé, tu sais, avec ma job, avec mon wannabe activisme. Puis, Ouais, le wannabe, moi aussi, j'ai mis des guillemets à l'audio. Ouais, ben, plus pour YouTube, mais à l'audio aussi maintenant. Là. avec mon activisme, fait que ça s'inscrivait vraiment dans
dans les dimanches avec mes 2 meilleurs amis gays, cis, blancs. Donc, juste pour dire, je ne suis pas misandre et j'ai pas de problème avec les personnes blanches non plus. Mais après, genre, 4-5 épisodes, ils se sont tannés. Fait que on se voyait les dimanches, mais on a comme arrêté nos soirées OD, puis j'allais pas prendre du temps dans ma semaine nécessairement pour faire ça. Puis après ça, j'étais allée au Maroc, fait que j'avais plus accès à nouveau. Puis là, ben, vous m'avez contacté, puis j'étais comme, ben, je veux vraiment faire j'ai vraiment envie de faire le podcast. Fait que là, j'ai regardé la finale hier, et c'est pour ça que je suis là. Donc, voilà. Mais on va parler de représentation médiatique parce que je trouve pas nécessairement ça parfait OD. Puis c'est ça s'inscrit vraiment dans quelque chose que je fais en gang. Fait que peut-être que si je me trouvais une autre gang, je voudrais continuer à les réécouter, là, mais pour l'instant, c'est ça. OK. Ouais. Ben merci vraiment d'être parmi nous, jet lag et tout. Emna, est-ce que tu veux nous faire ton récapitulatif des faits saillants, mais non seulement de la dernière semaine, mais les quotidiennes étaient moyennes, mais surtout la grande finale d'hier. Oh là là, alors, Solix, Philin, we did it! 4F, coup de cœur, on a gagné nos élections, les ficelles. Hey. C'était le seul moment réjouissant de cet accident de char qui était la finale. Mais j'ai aimé, là, je vais partir dans tous les sens, là, mais parce que vous avez été, et vous l'avez été toute la saison, Ficelle ou Ficelloune, sur le fil de discussion des ficelles sur notre page Facebook, de grands, des alliés, des personnages clés de nos enregistrements d'épisodes, parce que, moi, on dit que vous êtes drôles. Oh mon Dieu, oui. Ficelloune Claudia, qui, juste avant qu'il annonce les gagnants, si c'est pas Félix et Solène qui gagnent, je ferme mes yeux. J'étais comme, oui, tout à fait. Et puis pour le fun, je suis allée relire, parce que je suis très scolaire et psychorigide, on se rappelle. Je suis allée relire notre tout premier fil de discussion des ficelles de la saison, donc celui du tapis rouge. On l'aimait pas ben, Félix. Là, non, si on l'aimait pas pantoute. Tu sais, il était arrivé, puis il disait qu'il était comme développeur logiciel, mais que ça, c'était un mot compliqué. Puis on était comme, mansplaining, ew! On le met genre 9e ou 8e. Ou il était 8e, non? Il a fini 8e, ouais, 8e. Au top. Et qui l'eût cru, le développeur logiciel est devenu notre neuro-sparkly préféré. Donc, comme je disais, quel accident de char que cette finale, de la platitude de la première portion, c'était tellement plate et long. Puis en plus, je sais pas vous, moi j'ai trouvé ça extrêmement étrange pour les gens qui ont regardé les quotidiennes, là, que ce qu'on voyait dimanche, c'était déjà, on voyait des extraits du voyage final dimanche, mais pendant la semaine, on avait vu des extraits du chalet post-voyage final. Fait que la chronologie des événements faisait aucun sens. Fait qu'entre cette portion-là dégueu et le lent glissement de terrain, comme disait une Ficelloune, qui a été la portion en direct, j'allais dire j'ai déjà vu mieux. Je sais pas si j'ai déjà vu mieux à OD, là, pour vrai. Pour vrai, j'ai déjà fait du direct là, en tant que journaliste et je sais que c'est pas facile de faire du direct, OK? Surtout si t'as une Julie Snyder sa coke qui visiblement respecte pas tout le plan de match, puis fuck le scénario de tout le monde. Je sais, ça doit pas être facile. Mais pour vrai, c'était vraiment pas bon. Okay? Ah, mais ils ont déjà fait mieux. Là. La fois qu'on avait été invités, avant la pandémie, il y avait encore les grosses finales au casino. Puis comme moi, c'était mon rêve d'aller à la finale d'OD. Puis on avait été invités les ficelles. C'était bien plus tight. C'était raciste, effectivement, mais c'était tight. C'était l'année Afrique du Sud où il y avait des danseurs africains blancs sur le stage. Oui, mais tu sais, c'était tight, puis comme il y avait de l'entertainment, puis comme le monde dans la salle, il avait l'air d'avoir du plaisir, là, comparativement à hier. Non, c'était n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on a vécu ça, notre expérience de finale d'OD. Ça a déjà été mieux. C'est sûr que c'est mieux que l'année passée en mode... Personne n'a dit j'accueille les participants là, cette année. On salue Fred, qui fait ce qu'il peut. Mais Julie qui pose des questions malaisantes à tout le monde. Genre, on l'écoutait ensemble, là, Amélie puis moi, puis on hurlait à la télé, enlevez-y son micro, quelqu'un, ça va pas. Elle s'enfonçait. Elle, tu sais, déjà, est-ce qu'on avait besoin d'une 108e mention de mariage de Fred et Moi, j'ai Alicia? vraiment eu peur que ça allait arriver pour de vrai. J'étais sûre, j'étais comme, je me pitche en bas du pont si ça arrive, je peux pas. Là, il y avait quelques anciens candidats, ils ont parlé à tout le monde sauf aux anciens candidats de cette année, ce que j'ai trouvé très étrange comme stratégie. Là, ils ont spoté Stacy et Jamie que, toutes les couples de boîtes de cette année, il y a de l'espoir parce que personne croyait en leur couple. Puis Stacy est enceinte sur le bord d'accoucher. Ils demandent de dévoiler... alors que clairement, il y avait zéro envie de le faire. Mais non, là, même Jamie a dit ça a l'air que c'est ça qui va se passer. Oui, mais Jamie a pas eu peur de faire. Mais là, il y a une Ficelloune qui a rappelé, Ficelloune 4, qui a rappelé que Julie Snyder lui avait montré à Jamie, je sais pas si vous en rappelez, une vidéo de son père. Ah oui, c'est vrai. À qui il ne parlait pas en direct devant le public.
Puis là, bon, le nom de son bébé, why not? Hein, c'est la suite logique. Puis c'est l'une Ikram qui m'a fait rire aussi, qui a dit « Coudonc, quand tu fais OD, tu signes-tu ton mariage puis ton premier-né à Julie Snyder? » J'étais comme, effectivement, it looks like this. Puis il y a Fisseloun Fra Blang, je m'excuse pour la mauvaise prononciation, qui a dit « L'enfant poney de Jamie et Stacey a eu plus de temps d'antenne que Shaina. » Oh my God, that is true. That is not false. That is not, so that's a point. Les micro-cravates sur les candidats qui sont pas éteints pendant que Fred et Alicia parlent, c'était le chaos. On n'a pas vu, comme je l'ai dit, les anciens les candidats de cette année. Au moins, on a pu voir Carl, le sympathique Gaspésien, avec sa pancarte. Je sais pas si vous avez eu le temps. Non, tu l'as réécouté, ouais. Alors, j'ai réécouté tout l'épisode juste pour vous aujourd'hui. Pour faire pause sur le poster qui disait « Félix, mon top 1 », en gros. Et l'image, c'était, tu sais, la célèbre fresque de Michel-Ange, là, avec les deux qui se touchent avec le bout du doigt. La création d'Adam. La création d'Adam. Où est-ce qu'on voit Dieu toucher Adam du bout du doigt. Il avait changé la face d'Adam pour sa face à lui, Carl, et la face de Dieu pour celle d'E.T. Oh my God. C'était excellent. C'était excellent. Il y a eu le moment où Raph a sauté dans les bras de Katef quand elle est montée sur scène. Ah oui, ça, c'était malaisant. Pour accepter son prix coup de cœur du public. Puis, effectivement, tout le monde trouvait ça cringe, là, avec raison. C'était en effet un genre de Steal Your Thunder moment. Là, c'était étrange. Sauf que, moi, quand j'ai voulu, pour une fois, ne pas défendre Raph, toutes les entrevues, parce que là, mon téléphone, mon algorithme le sait, là, que je suis OD puis que je fais les ficelles, toutes les vidéos que je vois de Catherine F., quand elle lui demande c'est qui, mettons, ton coup de cœur de cette année, puis même elle a dit pour qui elle avait voté, c'est Raph, sa réponse. En dehors de ces girlies, là, c'est Raph. Catherine, viens officielle, on va jaser. C'est ça. Oui, faites les ficelles commencer, puis tu nous diras ce que t'en penses après. Puis d'ailleurs, Catherine F. qui a promis à tout le monde d'amener tout le monde au resto avec bar à salade inclus. C'est l'inside le plus sweet et cute que j'ai jamais entendu. J'aimerais d'ailleurs, j'exige une caméra qui suit Catherine F. qui sort tout le monde aux scores avec le bar soupe et salade puis le faux bacon. J'en rêve. Merci, Gab. Très bon public, Gab. Le speech de gagnant de Félix. Oh, c'est très politicien, hein? L'avais-tu pratiqué, le beau petit Félix, dans les Alpes, puis je sais trop où? Ah, c'est sûr qu'il l'a pratiqué 14 000 fois. Il y a Fisseloun Benita, qui est déjà venu officiel, n'est-ce pas? Qui a dit le speech de Félix is giving François Legault en conférence de presse. Merci à tous les Québécois. C'est peut-être Félix qui va nous sauver de la CAQ et du PQ, qui sait. Et ensuite, ce que j'ai retenu de la semaine, parce que c'est ça, c'était un peu chaotique aussi, les quotidiennes. Il y a eu comme 2 quotidiennes dans les chalets post-Alpes. Mais ça, je pense que c'est un symptôme de... Tu sais, ils ont enregistré tellement vite qu'ils ont manqué de jus rendu à la fin. Là. Il n'y avait plus rien. Ils ont fucké leur propre timeline. Mais moi, je pense qu'ils auraient dû tout nous mettre la finale hier, puis juste tout nous mettre les coulisses du chalet hier soir, en tout cas. Mais là, donc, ce que j'ai retenu de la semaine, c'est que Catherine, elle, a l'air de mépriser Raph. C'est comme... Pour vrai, si ce couple dure, c'est un miracle de Noël. Et on a vu toutes les insécurités de Raph ressortir. Très double standard aussi, là, en tout cas. On en parlera probablement dans nos chroniques un peu plus tard. On a vu des gens aussi se demander si Maude était accompagnée de son boy joueur de hockey à la finale. Et bien, moi, pendant la semaine, parce que les quotidiennes étaient un peu plates, moi, là, je vais vous le dire, il faut que je donne le crédit. Rémi Desgagnés, que je cite à peu près un épisode sur 2. C'est lui qui a comme une chaîne YouTube. Il fait genre des Truth or Drink, je pense, ça s'appelle son concept, là, je sais pas comment dire. Puis il recevait chaque exclu. Puis j'aurais dû m'épargner les vendredis au dé. Là, j'aurais dû juste vraiment écouter ça. Bon, si tu m'écoutes, l'année prochaine, on fait juste écouter Rémi. OK, on n'écoute plus les vendredis au dé. Et donc, il a invité Maude et Mamadou. Puis là, il y a eu tout le crunchy, OK? Maude a ditch son boy joueur de hockey. C'est terminé. Ils ont fourré elle et Mamadou dans la maison des exclus. Wow. Il y a eu rapprochement. Et là, ils sont presque un couple. Mais tu sais, ils n'osent pas le dire tout de suite parce que c'est comme c'était peurant et tout. Mais ils ont frenché dans la vidéo à Rémi. Ben oui, c'est même le tome. C'est même l'image. Effectivement. Ouais. Fait que la gang, tout ce qu'on a toujours voulu est arrivé. Mais c'est vraiment plate parce que... Ben, je veux dire, c'est correct, là, ils ont suivi leur rythme, whatever, mais genre, ils auraient clairement gagné, là. Amadou Piel, là, je veux dire, il aurait surpassé, je crois, Solène et Félix dans le cœur de tout le monde s'ils s'étaient rendus. Bon, en tout cas, ça aurait été une chaude lutte, une belle lutte à prévoir. Je pense que Félix aussi a volé chaud beaucoup, mais c'est vrai que si on s'était fié juste à
au fait qu'on est tous en amour avec Mamadou. Oui, Mamadou, c'est le Golden Boy quand même. Donc, Là, comme, non, moi, je pense qu'ils ont passé à côté 450 000 $ de chalet. Là, Tout à fait. Mais c'est ça, Maud, il fallait qu'elle aille. Mais pour vrai, puis c'est exactement ce que j'avais, je veux pas me vanter, là, mais c'est ce que j'avais dit, qui était sûrement arrivé, c'est que Maud avait rencontré son boy juste avant. Puis qu'elle était pas prête à, tu sais, puis elle dit même son boy, il lui a dit va Frencher, puis comme de fait, she Frenched de Maison des Exclus, puis là ça a l'air qu'elle a pas revu son boy, mais qu'ils se sont appelés à son retour, puis qu'elle lui a dit ben c'est ça, j'ai Frenché, puis qu'elle était comme ah, je m'attendais pas à ça, puis qu'elle a fait ben c'est ça, ce sera Mamadou. Voilà. Mais moi, j'aurais vraiment pris un 6 épisodes de Chalet des Exclus au lieu de OD Tentations. Mettons, à choisir, là, j'aurais préféré le Chalet des Exclus. Mais en même temps, ce qu'il arrêtait pas de dire dans le Chalet des Exclus, c'était qu'il était donc ben pas de caméra. Ah ouais. C'est pour ça qu'il était si lousse, c'est parce qu'il y avait pas de caméra. Fait que voilà pour mon résumé non exhaustif, parce qu'on va en parler plus dans nos chroniques. Oui, on va reparler de certaines choses. Il y a des choses qui t'ont marqué que Mena n'a pas... Ben moi, c'est comme je vous dis, là, j'avais pas regardé les derniers épisodes, mais j'étais juste surprise de voir les 3 couples. Là. Puis, en fait, surprise et non. Puis la même chose, là, quand j'ai vu 4L, je comprenais pas. Là. J'étais comme, ben voyons donc ce que vous ramassez en finale. Moi, j'avoue, bon. il y a 3 semaines, là, toi, quand t'as laissé OD pour partir en voyage, c'était qui, genre, les couples hot? On pensait-tu que, mettons, Mamadou se rendrait? C'était ça, à peut-être, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, pas 4L, puis Raph, là, vraiment pas. Puis de les voir en finale comme ça. Puis sinon, bon, Christina puis Alexa, of course. Là. Mais ouais, puis même hier, là, je savais pas jusqu'à la dernière minute c'est qui allait gagner. Puis j'en parlerai un peu plus, là, mais tu sais, une des choses qui m'a disillusioned, que tu vas aussi peut-être en parler, là, mais c'est vraiment juste le concept, là, le fait qu'à la fin, c'est 3 couples que, comme, on n'y croit pas vraiment, peut-être, là. Alors... Moi, la chose qu'on n'a pas parlé, c'est que je n'en peux plus des contre-plongées de caméras sur les chests et les totons des gens, là, surtout dans le spa, quand ils sont allés au spa. C'est vrai que se sont particulièrement donnés. Aïe, cette année. Puis absolument, le montage, moi, je les trouve vraiment drôles, puis bon, puis quick pour, comme, tu sais, pique vraiment les bons moments, comme la lune qui pète, mettons, là, ou les maracas, là, tu sais. Mais là, le montage, je sais pas qui c'est qui collait la shot en arrière, là, comme, prenez-les vraiment jusque dans le coin du sous-sein, là. C'était comme, là... Ouais, le underboob était très en valeur oui, là, c'était trop. J'étais malaisée, là. C'est un bon commentaire, je sais pas. C'était très malaisant. Anyway. Emna, tu veux nous parler de quelque chose qui fit... c'est un moment, tout est dans tout pour toi, là. Oui, tout est dans toute, la boucle est bouclée. Mais je veux quand même remercier Brocoli Gentil sur le fil de discussion. J'adore vos noms Facebook, pour vrai. Oui. C'est très divertissant. Brocoli Gentil sur le fil de discussion des ficelles dimanche. C'est toi qui m'as donné l'idée de faire une chronique sur les doubles standards quand on parle de sens de l'humour chez les femmes et chez les hommes pour aujourd'hui. Donc, Brocoli Gentil a écrit sur le thread Don't get me wrong, je suis une Solix stand, mais ça m'agace toujours quand la fille d'un couple va dire « Ah, je le trouve drôle », alors que le gars va dire « Je la fais rire ». On dirait qu'une femme peut jamais être la plus drôle des deux. Ce à quoi Ficelloune Simone avait répondu « Pour vrai, avoir l'habitude de roaster les gars pour les cruiser comme les comparer à E.T. ou à Land dans Shrek, c'est vraiment drôle. Solène m'a fait bien rire cette saison, tout comme Félix. » Effectivement. Puis ça faisait référence à quand, dans l'épisode de dimanche, dans le fond, Solène a dit, en parlant de Félix, « Ah, c'est ça, il me fait rire, il me fait tout le temps rire. » Puis là, Félix a répondu, « Ben, on rit tout le temps, on a tout le temps le goût de faire des blagues. Elle est vraiment souriante, c'est probablement mon meilleur public à vie. » Bon, il n'y a pas... Vous le savez, au ficelle, on décortique 1 milliseconde pour en faire une chronique de 10 minutes. Là. C'est ça que je fais aujourd'hui. C'était pas 100% problématique ce que Félix a dit, mais ça m'a quand même... Évidemment, ça allait allumer l'humoriste femme racisée féministe que je suis, là, qui navigue dans ce milieu depuis maintenant 5 ans. Complètement à contre-courant et complètement le vent d'en face. Parce que figurez-vous donc que le concept de les hommes ont le sens de l'humour quand ils font rire les femmes et les femmes ont le sens de l'humour quand elles rient des jokes des hommes, ben it's a real thing and it's deeper than you think. Puis ça tombait bien comme sujet parce que je lis depuis genre 4 ans maintenant, excusez, je suis une très lente liseuse, surtout quand je prends des notes à genre chaque paragraphe, là. Je lis un livre qui s'appelle « They used to call me Snow White, but I drifted. Women's Strategic Use of Humor » de Regina Barreca, une professeure de littérature anglaise et de théorie du féminisme à l'Université du Connecticut. Puis son livre, ben, c'est exactement tout de ça que ça parle. Elle le dit texto dans son livre « Une femme qui a le sens de l'humour, c'est quand elle rit, mais pas trop fort. » Attention.
quand un homme raconte une blague, mais un homme qui a le sens de l'humour, c'est lui qui supplies the entertainment. C'est lui qui fournit le divertissement. Puis ça, c'est parce que, historiquement, l'humour des femmes, quand ce sont elles qui le créent, n'est pas valorisé, puisqu'il est synonyme de pouvoir. Et dans une société patriarcale, parce que oui, tout est malheureusement lié à ça, laisser les femmes avoir du pouvoir, c'est calissement pas souhaitable pour le système. Fait que selon Gina Baraka, c'est aussi important pour une femme de prendre la parole et de faire des remarques qui font rire que ce l'est de make a point. Puis là, j'ai pas trouvé de traduction de make a point, là, exprimer des idées solidement, je vais dire. Puis ça démontre que la femme est willing de prendre le risque d'être drôle parce qu'elle a confiance qu'elle aura la réaction désirée. Puis c'est une preuve de leadership, une qualité qui est tout aussi importante chez les femmes que chez les hommes. Puis elle dit la capacité à faire des blagues pour une femme, c'est aussi vu comme une certaine sexual awareness, une sensibilité sexuelle, encore une fois, j'avais de la misère à traduire, et un manque de féminité, évidemment, évidemment, parce que tout est genré, tout est hétéronormatif, puis on ne vit que pour être désirable aux yeux des hommes. Fait au fond, c'est juste une énième façon que le patriarcat a trouvé pour nous museler, n'est-ce pas? Toujours selon Baraka, elle dit que la relation que les femmes ont avec leur sens de l'humour serait similaire à l'espèce de dilemme qu'on aurait, dilemme qu'on n'a pas choisi, le dilemme que la société nous a imposé, évidemment, entre, tu sais, l'équilibre entre vouloir être désirable, mais en n'étant pas une fille facile, être désirable, être indisponible, être hard to get, entre vouloir de l'attention et être prude. Elle dit que c'est comme être coincé entre avoir peur de montrer qu'on a compris la joke faite par un homme, parce que l'intelligence aussi, c'est mal vu, ça fait peur aux hommes, une femme qui n'est pas facilement manipulable, et être embarrassé de dire qu'on n'a pas trouvé la joke drôle. C'est fou le nombre d'affaires, toutes les micro-décisions qu'on prend dans une journée juste ultimement pour préserver l'ego des hommes. Là, c'est ma chronique où je rattrape toutes les fois où j'ai défendu les messieurs en passant. Attention, ça y va au toast. Donc, par exemple, dans ses recherches, Baraka a remarqué que les femmes ne se moquent pas généralement des malheurs des autres. Elle dit « Women's comedy takes as its material the powerful rather than the pitiful. » L'humour des femmes est enraciné dans la moquerie des tout-puissants plutôt que des faibles. Ça fait donc que les hommes se sentent mal et embarrassés par ce dont ils rient, puis ils vont cacher cette honte-là en blâmant les femmes de ne pas les accompagner dans leur moquerie des plus faibles. Je vous le dis, c'est mind-blowing, tout ce qui est écrit dans ce livre-là. Puis ça me permet vraiment de comprendre clairement pourquoi il y a autant de résistance par rapport à l'humour. Tu sais, elle, c'est sûr qu'elle parle de l'humour at large. Moi, je l'interprète comme l'humour fait de manière dite professionnelle, parce que c'est ça mon métier. Fait que c'est pour ça, dans le fond, qu'il y a autant de résistance par rapport à l'humour féministe, l'humour antiraciste, l'humour pro-environnement, l'humour queer, qui est fait par des femmes ou des personnes queer. Puis en fait, Gina Baraka, elle le dit carrément, elle dit « Les femmes regardent les personnes en position de pouvoir et rient d'elles. » Donc, ça fait de l'humour fait par des femmes un humour plus dangereux que celui des hommes parce qu'il challenge l'autorité de ces gens en refusant de la prendre au sérieux. Elle explique qu'en fait, ce genre d'humour-là, il est risqué. Il cherche la confrontation et repousse les limites parce que t'écoutes cet humour-là puis tu ressors en tabarnak. T'as ri, mais t'es fâché. Ouais. Puis on le sait qu'un des moteurs du changement, c'est la colère, c'est la rage. Fait que rire puis se craquer, ça nous rend plus déterminés à vouloir changer les aspects de notre situation qui nous rendent malheureux. Fait que c'est de la comédie qui nous inspire tout en nous divertissant. Puis ça fait peur aux personnes en position de pouvoir, on va vous le dire. Baraka soulève aussi le fameux point là, qui veut que les femmes, on est supposées être douces, ne pas parler fort, être discrètes, faire le tapis. Puis que des femmes drôles, ça challenge cette construction sociale-là parce que elle dit la comédie est au fond un acte agressif. Parce que faire rire quelqu'un, c'est en quelque sorte exercer un certain contrôle sur la personne, un pouvoir. Et God forbid qu'une femme ait du pouvoir, surtout sur des hommes, n'est-ce pas? Puis vous avez aussi sûrement entendu la phrase « Ouais, mais les femmes sont pas aussi drôles parce qu'elles parlent pas de sujets qui touchent tout le monde. Leurs thèmes sont juste pas universels. » OK. Tu sais, là, il y a le concept là, dans le BDSM. Là, suivez-moi. De safe word. OK? Tu sais, là, un mot qu'on détermine d'avance avec notre partenaire pour comme pouvoir signaler quand ça devient un peu trop rough ou qu'on veut arrêter. Je sais pas si le concept inverse existe, là, de danger word. Mais moi... Le mot universel, c'est mon danger word, OK? Ça me trigger au point où je me sens plus pantoute en sécurité, j'ai envie de tout péter ou de me sauver en courant. C'est exactement ça la définition pour moi de cette affaire-là, de universel. Parce que Gina Baraka a dit que le problème avec ça, là, l'espèce de caractère universel que l'humour fait par des hommes aurait comparé à celui des femmes,
c'est que les sujets mis de l'avant par les femmes ne sont pas vus comme des sujets qui touchent les gens. Ils sont vus comme des sujets qui touchent les femmes. Comme si les femmes, on n'était pas des gens. OK? Comme si on n'était pas des personnes à part entière. Puis ça m'a fait penser, il y a l'humoriste Virginie Fortin, que vous connaissez sans doute, là, qui l'a déjà dit dans une entrevue, puis It lives rent-free in my mind depuis. Elle racontait que, tu sais, toute sa vie, elle avait consommé de la culture faite par les hommes, beaucoup, comme nous tous. Fait qu'inconsciemment, ce que les hommes font, ben, c'est comme devenu le neutre. Puis là, dès qu'une femme raconte, par exemple, sur scène, dans le cadre d'un spectacle d'humour, sa réalité de femme, parce que, après tout, être humoriste, c'est se raconter, c'est parler de son quotidien, je le rappelle. Ben là, tout d'un coup, c'est pas universel. Ça parle pas à tout le monde. Puis là, elle répond, elle est comme, excuse-moi, dude. Toi, ton histoire parle à tout le monde depuis le début. Fait qu'écoute là, mon anecdote de menstruation, c'est grâce à ça que t'es sur la planète Terre, OK? Puis c'est tellement ça, et le nombre de fois dans ma jeune carrière d'humoriste qu'on a essayé de me convaincre d'élargir mes horizons avec des gros guillemets, là, puis de parler à plus de monde, sinon j'allais m'aliéner du public. Ça en est vraiment ridicule. Je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée. Je pense pas que je l'ai déjà dit à ce micro-ci. Si oui, désolée. Mais quand j'étais toute jeune, bébé humoriste, là, ça faisait comme 1 an et demi que j'étais humoriste, je me suis fait remarquer par une boîte de gérance assez big shot, okay, qui représente pas mal de vedettes de l'humour. Évidemment, j'étais super flattée, tu sais, j'étais une femme, donc je comprenais pas pourquoi on m'avait remarqué moi. Une gérante de la boîte m'avait couvert de compliments, elle me demandait c'était quand mon premier show. Mind you, on était en pleine pandémie, fait que j'en avais pas 1000 des shows, OK? Mais j'avais la chance de participer à la toute première édition du Women's Planning Show. Un show créé par Anne-Sara Charbonneau, qui est déjà venue au Ficelle l'année dernière, et par Noémie Leducroix, fidèle auditrice des Ficelles. Puis là, cette femme-là vient me voir dans un show super féministe. Je pète tout, mais tout le monde pète tout, honnêtement. C'est devant une crowd super woke, super bienveillante, super féministe. Moi, je me dis, ça y est, ça a trop bien été. C'est sûr qu'elle va me signer un merveilleux contrat tout de suite. Finalement, elle me dit que, même si elle a adoré ce qu'elle a vu, elle aimerait ça me voir dans un autre cadre, genre devant d'autres personnes, tu sais, un public, et ce sont ces mots, pas conquis d'avance. Comme si la majorité de femmes, évidemment, et de personnes queer qui étaient dans la foule du Women's Planning Show, c'était pas du vrai monde. Là, je me suis vraiment dit, mais elle demanderait-tu ça à un humoriste homme dont les jokes complètement impertinentes font juste rire ses chums de gars dans la chambre de hockey? Fait que là, pas besoin de vous dire que cette gérante et moi, ce n'était pas un fit, hein, d'accord? Fait que bref, mesdames et personnes de la diversité de genre, de grâce, riez. Riez comme des ânesses si vous le sentez. Montrez-moi vos 3 pouces de gencive, reniflez comme un cochonnet. Et ne soyez pas gênés de faire rire aussi. Ayez pas peur de juste être vous-même par crainte de froisser l'ego des messieurs fragiles. Le pouvoir de faire rire n'appartient pas qu'aux hommes. C'est notre tour de briller. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important de pas rire quand les gars sont pas drôles. C'est vraiment quelque chose que je veux qu'on souligne parce que moi, je l'ai déjà... Ben là, je peux en parler parce que ça fait longtemps, là, mais quand j'avais un emploi en Ontario, avant de revenir au Québec, j'enseignais des groupes sur la masculinité toxique à des fermiers ontariens. Fait que c'était un petit challenge. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui a fait une joke de viol en plein milieu de mon groupe. Fait que là, les messieurs ont ri. Mais moi, j'ai pas ri. Puis là, il m'a dit, ben là, tu trouves pas ça drôle? Je dis, non, je comprends pas ta joke. Il va falloir que tu me l'expliques. Et là, le malaise. Là, personne parlait. Ah, ben là, c'est parce que... Mais là, tu sais, tu comprends. Non, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça, c'est une joke. Il va vraiment falloir que tu me l'expliques. Puis moi, j'ai quand même une tolérance grande pour le malaise et le silence. Fait que j'ai channel mon inner Michael Scott de The Office. Puis j'ai attendu en silence jusqu'à temps qu'un gars fasse comme, ben, en fait, c'est pas drôle. Ça devrait pas être une joke, tu sais. Puis non. Puis là, j'étais comme, bon, ben, merci. Fait qu'on continue. Mais c'est important de pas rire quand les gars font des jokes de merde. Faut arrêter de faire semblant que comme... Pour préserver leur pas des jokes, c'est ça. Oui, c'est ça. Faut on essaie de préserver leur ego, mais comme quand c'est pas drôle, on n'est pas obligé de rire. Genre. Absolument. Dieu se le sait, en tout cas, pour avoir fréquenté des humoristes dans mon ancienne vie. Tu veux dire que la majorité sont pas drôles, t'as raison. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas tout le temps toujours drôle. Là. C'est arrivé souvent que je ris, mettons, une petite coche de plus que ce que je riais vraiment dans mon dedans de moi-même, là. Tu sais, fait que, tu sais, des fois, faut arrêter de rire aussi quand les gars sont pas drôles. Tout à fait. Puis c'est l'affaire qu'on a de la misère à faire parce qu'on s'est fait toujours dire les femmes de people please et d'être douce de faire le tapis, de faire, tu sais. J'aime tellement être lesbienne. Ça va se faire le fun, bravo! Je veux pas me vanter, là. Anna est tellement aigrie de son orientation sexuelle. Fait que voilà, fait que oui, riez, arrêtez de rire des jokes pas bonnes, des mascus, puis ça va bien aller. Voilà, mais merci, fait que à toi,
Amélie, Oh boy. c'est ton tour. Ben là, c'est ça. Mon sujet cette semaine, t'en as un peu parlé, là. Comment t'as dit qu'elle avait l'air d'haïr Raph, Catherine? Oui, de mépriser. Moi, j'avais écrit que mon sujet avait été inspiré par le visible dédain qu'elle semblait ressentir envers Raph durant les quotidiennes de la semaine, puis même pendant la deuxième partie du voyage final qu'on a vu avant la finale en live. Et je sais pas si vous avez vu, ils ont comme posté la page d'OD, une photo des 3 couples finalistes, comme juste avant que la portion live commence, mais elle semblait même plus pouvoir faire semblant qu'elle était à l'aise d'être à côté de lui, comme c'était le cas d'une image qui vaut 1000 mots. Fait que je me suis demandé, tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut avoir un crush sur quelqu'un puis déchanter aussi vite? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut comme voir venir quand on rencontre quelqu'un ou ben non, on se fait prendre par surprise après une dizaine de dates parce que finalement ben, la sauce lève pas, on a le goût de se retirer. C'est peut-être juste que c'est un peu plus difficile à faire quand on est dans un show de TV enregistré plusieurs semaines en avance et qu'on doit jouer la comédie jusqu'au bout. Ça se pourrait. Il y a une étude qui a été publiée dans The Official Journal of the Internal Society of the Study of Individual Differences. Qui a vu un TikTok, arrête de mentir. Non, pour vrai, non. C'est vraiment j'ai essayé de lire des trucs là, pour savoir si ça existait vraiment, tu sais, ou si c'était juste un autre testi de concept comme le hic qu'on avait sorti un peu de nos fesses, là. Mais non, ça existe vraiment. Fait que les autoristes Danielle Wigler et Rosie Schroot affirment qu'on parle dans le fond, désenchantement, le désillusionnement, et non pas, à ne pas confondre avec des loulous, parce qu'on a déjà fait une chronique sur le déloulou, mais c'est pas la même chose. Fait que le désenchantement, c'est quand c'est un sentiment plus fort que juste ressentir, mettons, une insatisfaction dans une relation. C'est un sentiment qui inclut plutôt de la déception, du regret, se sentir defeated, et une espèce de sens de désespoir face à la perspective de pouvoir réparer la relation. Fait que quand on se sent désenchanté face à son ou son partenaire, habituellement, ils disent que c'est peut-être annonciateur d'une rupture, c'est certainement pas signe que ça va bien. Les autoristes de ce papier scientifique-là disent que bon, ça peut arriver naturellement parce que toute relation évolue, peut changer avec le temps, ou ça peut venir à la suite d'événements particuliers. Fait que dans leur étude, ils étudient les impacts de la dépression dans un couple, comme quand une personne vit une dépression, puis sur le fait que ça peut entraîner l'autre personne à désenchanter un peu de son ou sa partenaire. Moi, je sais pas, mais je pense qu'écouter en rafale toutes les émissions de sa saison d'OD, quand on n'est pas certaine à la base que ça va vraiment marcher avec notre boy, ça pourrait être considéré comme un événement particulier et marquant. Bon, je dis ça, je dirais. Une autre experte dans les grandes sources de thérapeutes familiales qui écrivent des articles sur Psychology Today, Madame Linda Carroll, elle avance pour sa part que la désillusion dans un couple, en fait, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça ferait partie des phases normales qu'on traverse dans une relation. Des phases qui seraient pas linéaires, comme on pourrait le penser, mais plutôt cycliques. Fait que ça revient, là, plus que ta relation comme perdure, plus que tu as de chance de traverser les mêmes phases. Fait que la première phase, c'est évidemment la lune de miel, là, le honeymoon. Mais après ça, il y aurait la phase du doute et du déni. Ça, c'est quand on commence à voir un peu son partenaire pour qui il ou elle est vraiment, après avoir été justement un peu aveuglé dans l'effervescence du début. Le troisième stade serait justement le désenchantement, le désillusionnement. Elle appelle ça le winter season of love. C'est souvent la fin pour plusieurs couples qui vont pas aller plus loin quand ils se retrouvent face à des enjeux importants. Puis ça, c'est certain que, tu sais, le contexte d'OD, c'est vraiment particulier à la base, mais ce que les relationship experts disent, généralement, c'est que, comme c'est facile d'être enthousiaste quand on est dans une relation nouvelle, c'est excitant, on est content d'être heureux, alléluia, mais c'est impossible de rester dans ce stade-là. Okay. Tout le temps. Fait que constamment. Fait que les gens qui disent qu'ils sont tout le temps en honeymoon depuis 7 ans, là, vous êtes des menteurs. Vous êtes juste pas capable d'être honnête parce que c'est juste... Mais non, c'est impossible. Cette intensité-là ne peut pas comme perdurer. Puis après le delusional stage, il y a le stade décisionnel. Fait qu'en fait, c'est là où on doit décider. Là, il y a quelques options, évidemment, qui s'offrent à nous. Mais comme, OK, soit je pars, soit que vraiment ça fonctionne pas, je quitte, j'arrête. Soit je reste, puis je reste en statu quo en attendant que peut-être quelque chose se passe. Ou soit je reste et je travaille sur ma relation. Puis la thérapeute en question, elle dit que c'est souvent les couples qui justement décident de travailler ensemble puis d'apprendre à mieux communiquer qui ont plus de chances de traverser vers le dernier stade, soit j'ai pas trouvé de traduction, mais je trouvais ça cute en anglais, le wholehearted love stage. Fait que c'est quand on a réussi à justement traverser des épreuves ensemble, quand on a les bons outils pour se comprendre, se parler des vraies affaires avec empathie, bienveillance, bref, quand on comprend, en gros, ce qu'ils disent qu'un match parfait, ça existe
pas dans les faits, mais qu'on peut être très heureuse quand même parce qu'on se choisit. Puis là, c'est quétaine, mais c'est ça pareil, qu'est-ce que vous voulez? Je fais de la traduction maison, puis je suis plutôt d'accord. Puis, ben, ces stades-là, en fait, sont cycliques. Fait que, tu sais, des fois, ça va moins bien dans un couple, mais là, ça revient, puis là, tu sais, Fait que c'est pas linéaire, là. C'est pas parce que soudainement, ça va mal, que ça peut pas bien aller. Fait que c'est, voilà, on traverse plusieurs fois dans la durée d'une relation. Fait que dans le même article de Psychology Today, il cite une docteure, cette fois-ci, Randy Gunter, qui affirme elle aussi que bien que ce soit facile de focusser sur les bons aspects de notre relation au début, comme je pense que peut-être qu'elle se faisait un peu à l'avoir par le personnage de Raph, charmeur, influenceur voyage, parce qu'elle avait pas vu son Instagram, qui avait fait juste 3 voyages dans un Airbnb pas fourni. Bref, c'est l'espèce de shining glow de genre Raph, qui l'a choisi elle aussi, tu sais, qui a tassé les autres filles. Bref, ben on va finir par rencontrer des obstacles, des enjeux, des choses plus difficiles à accepter de notre partenaire. Puis, ben, ça sert à rien de faire semblant que ces choses-là n'existent pas si on veut que notre relation ait des fondations solides. Parce que si on fait semblant que les problèmes n'existent pas, on peut se retrouver à déchanter rapidement de notre partenaire. Puis, il va être trop tard pour s'attarder sur les causes des problèmes et la relation sera doom. Fait que la docteure, elle donne quelques pistes. J'imagine que c'est une psychologue, là. C'est une docteure, en tout cas. Elle donne quelques pistes pour identifier, ben, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour savoir si on est comme pogné là-dedans, si on est comme désenchanté, puis que t'as sorti Mylène Farmer tantôt. Mais la toune de Mylène Farmer tantôt. Fait que la première chose à surveiller, c'est si, bon, on se met à questionner certains aspects de notre relation, ça se pourrait qu'on commence à être un petit peu désenchanté, qu'on déchante un peu de notre partenaire. Par exemple, l'exemple qui revient le plus souvent dans sa pratique à la dame, là, c'est que si on ne sait pas si on peut avoir confiance en son ou son partenaire, ben, la docteure Gunther nous dit que ça part bien mal pour la suite. Là, c'est certain qu'à OD, tu sais, alors que ben, c'est une saison où on a eu amplement de papillonnage, quand même, c'est peut-être plus difficile de bâtir quelque chose quand... c'est moi qui ai fait une job, puis j'étais pas sûre de la... J'avais écrit, c'est peut-être plus difficile de bâtir quelque chose quand ton mari a sauté toutes les michetonneuses de Paris. Mais bon, quand Oh my God, Diams, on la salue. On salue mon ami qui écoute les ficelles qui m'a abandonnée en fin de semaine parce que j'ai dû faire Diams et Vita au karaoké toute seule et je reprends encore mon souffle. Tu le sais, c'est juste avec moi que tu peux la faire. Je sais. Ou avec Manal, ouais. Mais bref, quand ton top 1 a pris du temps avant de se brancher, mais bon. Fait que ça se peut que ce soit difficile pour eux là, de comme se faire confiance aveuglément, là, on s'entend, mais c'est quand même quelque chose à considérer. Tout le monde a des limites différentes, puis ça pourrait être un facteur qui entre en ligne de compte. Je pense surtout après le visionnement des épisodes. Je ne pense pas que Catrel pouvait se douter à quel point Raph c'est une marde, puis à quel point il a oublié qu'il y avait des caméras. Comme moi, toute la saison, je me disais impossible. Quand ils vont visionner ça, impossible. Ça va exploser. Fait. Oui, mais aussi, avant de visionner tout ça, le nombre de fois, tu sais, j'ai fait ma chronique entière sur le dénigrement, là. Le nombre de fois qu'elle a dit qu'elle trouvait qu'elle était une merde, fait que c'était sûr que c'était fois 1000 après avoir écouté les épisodes. Deuxième chose à considérer selon la docteure Gunther, est-ce que votre partenaire est la personne à qui vous voulez partager immédiatement une bonne ou une moins bonne nouvelle? Donc, elle avance que si on ne se sent pas à l'aise de s'ouvrir sur notre vie auprès de notre partenaire, qu'on sent qu'on peut pas lui faire comme aller vers lui, vers elle, c'est peut-être le temps de réévaluer notre relation, qu'on devrait être capable de partager nos daily struggles ou nos petites victoires quotidiennes avec sa partenaire, sa personne. Troisième point, si vous sentez que le spark a disparu, c'est signe que vous êtes peut-être désillusionné sur votre relation et si vous n'êtes... Samia est crampée tout le long, elle est comme... Mais ça arrive pas dans les relations lesbiennes. Non, mais c'est que Kat, elle a même pas l'air d'avoir envie de partager un regard avec lui. Elle a même pas l'air d'avoir ever eu du spark, mais ça, tu sais, même quand on a vu le bout où ils se sont embrassés pour la première fois, elle-même, elle avait l'air de trouver que c'était dégueulasse, tu sais. Fait... Mais si vous n'êtes pas capable de vous projeter dans un futur, et même si même un futur rapproché, comme genre sortir des chalets d'OD et réintégrer votre vie ensemble, ben ça regarde bien mal. Surtout quand vous connaissez votre date depuis moins de 3 mois puis que ça vous tente plus pantoute. Ben c'est pas grave, c'est juste c'est le temps de réévaluer nos choix de vie. C'est ça. La docteure Gunther nous dit aussi que si soudainement, je ris parce que Raph vous apparaît comme étant quelqu'un de complètement différent de la personne qu'il était au départ, on touche peut-être le désenchantement. Ou en bon français, là, vos lunettes roses ont pris le bord. Puis, c'est arrivé récemment à une de mes amies. Elle datait un gars qui, sur papier, là, c'est comme l'homme de sa vie. Là. Elle était full excitée. Puis là, après, elle a quand même été 3-4 mois. Puis ça a comme juste fizzle out. Puis elle avait comme, au début de la misère à expliquer pourquoi, mais finalement, elle a comme pu identifier que genre...
le gars qui parlait au début, puis le gars qu'elle voyait dans le quotidien, c'était comme... C'était pas la même personne. Non, c'est ça. Elle est très spontanée, mettons, puis le gars était tellement rigide, comme fallait que, tu sais, elle était comme, mais c'est pas la même... Qu'est-ce qui se passe? Le gars qui me dit qu'il fait des choses spontanées, qui va faire des road trips au Trader Joe's soudainement, puis là, non, vraiment pas, là, tu sais. Ben, c'est ça. Fait qu'elle voyait des choses chez lui qu'elle savait que ça allait pas fonctionner sur le long terme, mais elle a mis fin à la relation comme sans flafla, sans attendre, puis ben, elle s'en ennuie pas pantoute. Fait que ça, je pense que c'est le signe aussi que si Catriel ne s'est pas ennuyée de Raph, là, on sait pas encore, on le saura la semaine prochaine, là, c'est juste une supposition. Mais si elle s'est pas ennuyée de Raph pendant le moment où ils ont été séparés dans les chalets, c'est peut-être le signe que ça marchera pas. Un autre signe qu'on est désenchanté de notre date, on a l'impression que tous les autres couples sont des... Et là, je cite vraiment l'article, là, je l'aurais peut-être pas formulé comme ça. Sont des hashtags couple goals, mais pas le nôtre. Et ça, je pense que c'est très typique à OD, en fait, là, parce que tout le monde va se comparer puis se sentir un peu imposteur. On l'a vu là, avec Anna et Mick, d'à quel moment, selon le moment où ils se sont matchés avec l'autre personne, puis ils vont se demander si leur couple est assez légitime. Je pense qu'on a entendu ça souvent, des conversations comme ça. Mais elle l'a dit texto aussi. T'allais-tu le dire? Excuse, non, c'est pas grave, vas-y. Non, elle l'a dit quand Anna a été éliminée, puis que là, elle est dans son gros drame, là, c'est sa grosse crise de l'âme. Je veux pas y aller. Là, les autres couples vont être toute la vie de vie, puis nous, on le sera pas. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, il y a eu d'autres couples qui ont jamais vraiment douté de ça. Ça me coûte de le dire, mais mettons Alexa puis Christina, ils ont jamais vraiment douté de leur match, tu sais. Ils n'ont pas douté de grand-chose. Même remise en question. Oui, même du fait qu'elle allait probablement gagner, là. Tu sais, pour eux, je pense que c'est le path vers la victoire. Mais bon. Mais je pense pas que Solène et Félix, une fois que Félix s'est quand même choisi Solène, mettons, une fois qu'il a traversé le malaise du French, après ça, tu sais, il était confiant dans son choix, puis il a pas vraiment remis ça en question. Il avait pas l'air de se dire, même si j'ai fait 3 filles, je mérite pas ma place. Il a dit, j'ai trouvé en Solène une personne. Oui. Mais bref, fait que si on ressent pas le besoin de se comparer aux autres, habituellement, c'est signe qu'on est bien dans notre couple et qu'on n'a pas besoin de validation externe pour nous rassurer. Fait que l'article mentionne quand même que c'est à prendre avec un grain de sel à cause de l'omniprésence des réseaux sociaux puis comme des gens qui peuvent vivent beaucoup d'insécurité par rapport à ça. Mais bon, à OD, ils n'ont pas accès à leur téléphone. Fait que the call is from inside the house, dans leur cas. Il y avait plusieurs autres situations là, que ça bique pas tant à OD ni au couple de Raph et Catel parce que justement, ils sont peut-être pas rendus au point où ils peuvent découvrir des choses qui les agacent dans le quotidien avec l'autre personne. Parce que souvent, c'est des trucs qui arrivent un peu plus tard là, dans une relation quand tu commences à vraiment avoir comme côtoyé la personne d'une manière plus substantielle que Occupation Double. Puis c'est peut-être pour ça que je trouve ça encore plus évident que pour moi, Catel, elle a pris une méchante débarque en apprenant à connaître davantage Raph dans ce si court laps de temps. Dans les articles que j'ai consultés, on nous explique évidemment que c'est possible de se remettre de ce sentiment de désenchantement, notamment en adoptant une bonne communication avec sa partenaire. Puis surtout, il faut quand même être convaincu que ça vaut la peine de sauver son couple, puis qu'on veut y investir du temps, de l'énergie. Ben, c'est ça, fait que ça serait normal d'avoir un petit... comment dire? Pas un petit... c'est quoi le mot? Aidez-moi, là. Un petit... Pas recul, là, mais un petit moment moins le fun dans sa relation. Ben oui, falling out. Ouais, falling out. Ouais. Full normal, mais après oui. ça, c'est... Est-ce que ça tente que ça se passe mieux, finalement, ou est-ce que ça tente juste de call Ben, it c'est quits? ça. Puis ce que les experts disent dans les articles que j'ai lus, c'est que les couples plus établis, tu sais, qui sont déjà dans un long-term relationship, ils ont plus de chances de se remettre de ce genre d'épisode-là parce qu'ils vont avoir plus de raisons peut-être de comme décider, OK, on va travailler là-dessus pour voir si ça peut marcher. Puis... quand c'est encore nouveau. Ben c'est ça. Plus que des couples formés à OD pendant un enregistrement de saison en format accéléré. Il faut le répéter. C'est ça. Fait que ça reste, tu sais, c'est ça. Des fois, je pense les gens... Puis je fais peut-être partie du problème, là, parce que souvent, les gens vont me dire « Ah, ton chum, il a l'air fin, nanana. » Mais c'est pas facile d'être en couple. Ça reste quand même du travail, là, même dans des belles relations lesbiennes aussi. Là, vraiment pas parfaite. Non, mais c'est ça, tu sais, ça reste du travail, là. Fait que même quand on est dans le stade où le plus wholeheartedly love, comme il disait tantôt, ben, faut quand même continuer de travailler puis de pas se laisser comme devenir, genre, mettons, des colocs, tu sais, quand ça fait longtemps que t'habites avec quelqu'un, ou faut quand même travailler fort pour avoir une relation qui fonctionne, qui est fructueuse, là. Travailler pas... sur soi, là. Sur soi, avec l'autre personne, à comme, tu sais, trouver des compromis. C'est pas facile d'avoir une bonne relation. Puis je pense qu'à OD, peut-être que ça, c'est pas vraiment montré. Ils ont pas nécessairement le temps, là, de le montrer à quel point ça prend vraiment du travail, mais ça prend du travail. Mais moi, je pense que depuis le début, que la relation de Catel et Raph est doomed, anyway. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, après avoir entendu ces quelques conseils de quelques... Là, dans les quotidiennes, là, pour les gens qui les ont écoutés, là, les brèves quotidiennes, à un moment donné,
Puis je pense que c'est comme si les deux, il y avait plus de... They had no chill anymore. Là. Même Raph, je pense qu'il est tout en down. Ce qui est comme... tu sais. Mais il dit à un moment donné, ouais, t'es vraiment plus Germaine que je pensais. Puis là, elle est comme... Ah, c'est vrai. On dirait qu'elle voit même pas... Tu sais, moi, j'aurais grimpé au rideau, genre, quoi? C'est quoi? C'est pas négatif être Germaine. Puis elle est vraiment comme, ben moi, je trouve ça zéro négatif être Germaine. C'est quoi ton problème avec le fait d'être Germaine? C'est être leader. Puis il est comme, non, c'est pas être leader. Elle est comme, ben parfait. Tu sais, puis ils ont juste l'air complètement désabusés. Puis de genre s'en coller. Fait que, tu sais, pour moi, c'était sûr qu'il fallait pas qu'ils gagnent, là, dimanche Ah, mon soir. Dieu, mais ça. Pas que je trouve tant que, mettons, Solène Félix, ils vont se marier, ils vont avoir 1000 enfants, puis que tout va bien aller, non plus. Mais au stade où, avec tout ce qu'on a vu juste dans l'aventure, dimanche, c'était pas mal Solène, tu sais, à la rigueur, Alexa Christina, là, mais 0-0 RAF 4 là, qui aurait pu gagner. Ah non, moi non plus. Ouais. Pendant Ah, le qui a dit quoi? Pendant le qui a dit quoi quand elle s'est excusée à Félix, puis Raph lui a dit, tu sais, il y avait comme une face frue. Moi, j'étais en mode red flag. Puis je sais qu'il y a un épisode sur lequel vous parlez de masculinité toxique, puis que peut-être que la Raph, il y a des petits signes, là. Puis je me suis dit la même chose. Je me suis dit que... Ben, il y a beaucoup les signes de quelqu'un qui est jamais allé en thérapie, puis qui a aucune... qui est complètement clueless sur, c'est ça, se remettre en question, puis tout ça, là, comme... Tu sais, lui... Puis on les a vus, je pense, la prod a fait exprès de montrer back-à-back. Raph qui crouse toutes les filles, en mode tu gosses à toutes les filles. Ah ouais. Après ça, Kat qui, oui, a parlé, a flirté avec quelques gars. Raph qui est pas bien du tout pendant Kat. Puis Kat, tu sais, ça se peut avoir des remis, Ben non. ça l'a rendu triste ou whatever, mais comme les réactions des deux, ça n'a rien à voir. Le double standard de Raph en mode genre. Puis tu sais aussi l'immaturité émotionnelle de. Moi, ça, là, cette séquence-là m'a vraiment fait tilter de. Ben là, tu sais, il parle de Catherine, devant Catherine, mais en s'adressant pas à Catherine. Exact. Moi, ça, là, je suis comme... Non. Si les gars, vous faites ça, pour vrai, vous devez pas être en couple. Vous pouvez pas être en Honnêtement, couple. moi, j'espère juste, mettons, pour conclure, là, rapidement, Gabrielle nous fait signe. On continue, la gang! Pour conclure, moi, j'espère juste qu'elle va pas se sentir forcée de rester avec lui pour, comme, à cause que c'est un show de TV. Là. J'espère qu'elle va être assez, comme, moi, je bien... pense que c'est ça qui l'a amené à la finale. C'est ça. Ouais. Mais j'espère que là, maintenant que c'est terminé, que genre, ça soit vraiment terminé, puis qu'elle s'écoute, puis qu'elle se choisisse, là, parce que franchement, c'est pas... C'est très triste. Voilà. D'accord. Ben, merci, Ça me fait Amélie. plaisir. Fait que toi, Samia, avec quel sujet tu nous arrives aujourd'hui? Et c'est drôle parce que je me sens tellement jet lag. Puis hier, quand je suis arrivée, j'étais comme, bon, je suis contente de pouvoir me changer les idées parce que quand j'étais au Maroc les 2 dernières semaines, tout ce que je voyais sur mon feed, c'était ce qui se passait à l'Assemblée nationale avec Aaron, les masculins toxiques, puis tout. Fait que j'étais quand même contente d'arriver puis de pouvoir regarder la finale. Puis je me suis dit que vous avez déjà parlé de queerness, vous avez déjà parlé de racisme. Fait que moi, j'allais parler de peut-être représentation un peu médiatique en général. Puis ben moi aussi, j'ai fait des petites recherches pour pouvoir participer à Pas sur un Psychology podcast. Today. Non, D'après moi, tes sources seront meilleures que nos sources. je penserais pas. Moi, ça vient du Centre canadien de littératie aux médias numériques. Puis... Très bien, très Puis... bien. L'essai s'appelle Représentation médiatique de la diversité raciale et culturelle. Puis en fait, parce que je sais qu'il y a déjà eu des gagnants dans les dernières saisons qui étaient des personnes racisées, puis ça, c'est vraiment parfait, puis good for them. Mais je pense que ce que je voulais aller chercher, c'était aussi par rapport à... Moi, je suis une femme lesbienne, maghrébine, grosse, puis tout ce que je vois à la télé, c'est des filles blanches, minces. Puis même, par exemple, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai décroché rapidement, c'est... Avant, genre, premier épisode, quand on a vu Shaina, puis que j'ai vu sa pauvre chevelure, j'étais comme, elle va partir dans 2 secondes. Outre le fait qu'elle avait aucun temps d'écran, il y avait pas de potentielle relation, je la voyais pas. Même, j'ai vu Mamadou, puis j'étais comme, Mamadou, il va rester, parce qu'encore une fois, il y a un double standard entre le fait que les hommes racisés sont fétichisés par les filles et non pas l'inverse. Donc, rapidement, je savais que ça serait dans l'ordre chronologique, là, ça serait comme... Shaina, après ça Stéphanie, après ça, bon, Malek, bref. Puis, j'ai rapidement décroché, tout en restant très entertained par les petites amourettes. Mais bref, je me suis intéressée à ça, notamment, c'est ça par rapport à pourquoi je décrochais aussi rapidement d'OD. Parce que c'est pas la première année que je regarde OD. À chaque année, j'essaye, puis à chaque année, je me dis, cette année, je vais le regarder avec mes amis, on va avoir du fun. Puis, ben, je me sens juste pas
représentés. Puis ce que j'ai trouvé en faisant mes petites recherches, c'est que les médias en disent long sur ce qui est important dans une société, ce que nous voyons dans les médias a un impact sur la façon dont nous percevons les autres groupes et nous percevons nous-mêmes. Puis moi, quand je regarde Occupation Double, outre le fait que je suis lesbienne, parce que je vais même pas là. Je vais juste pas essayer. Genre, je veux même pas ça. Je sais que je vous réfère les Ficellounes à l'épisode avec Kim, mais juste d'avoir des vrais humains. Parce que j'ai l'impression que les personnes qu'ils invitent, systématiquement, c'est des micro-influenceurs qui vont... Ou, tu sais, qui sont déjà influenceurs, là, comme Raph. Là, je me demande vraiment comment il gagne sa vie, d'ailleurs. Mais bref, tu sais... Sur son profil Hinge, ça dit... Non, mais Raph avait moins... Quand ça a commencé au début, qu'on regardait les profils Instagram, il y avait moins de followers que toi puis moi. Moi, j'ai pas beaucoup de followers sur Instagram. Là. Je suis vraiment Comment il gagne sa vie? Je sais pas comment il peut dire qu'il gagne sa vie avec ça. Là. Il voulait que son chant de salut, quand il va quitter OD, ça soit influenceur voyage. Mais je suis intéressée par son profil Hinge. Qu'est-ce que ça dit? On te le montrera tantôt. Quelqu'un nous l'a envoyé hier. Parce qu'il semble encore un peu actif, mais ça se peut. Ça se peut que... Mais nous, ce qu'on aime croire, c'est qu'il l'a réactivé juste en sortant d'OD. Mais c'était beaucoup moins décevant qu'on pensait. C'était très soft, très neutre, très cool. Très basic. Mais la seule affaire qui était drôle, c'est qu'il parle de café le matin. Puis ça, c'était comme a whole thing avec 4F, là, quand il amenait son café. Puis il parle de ça dans son profil Hinge. Fait que probablement que c'est vrai que pour lui, c'est blonde, il aime ça amener comme un café le matin. Non, mais moi, j'ai pensé à ça. Oui, ce que Catherine a détesté. Bref. Mais... Non, mais c'est ça. Donc, je me suis dit, pourquoi genre, je m'implique pas comme je me suis impliquée, par exemple, dans Queer Ultimatum ou des émissions queer en général qui sont pas nécessairement de la télé-réalité. Puis je trouve ça même difficile de dire que c'est de la télé-réalité parce que ça représente pas le Québec, tu sais. Je regarde ça, puis moi puis mes amis, quand on a arrêté de regarder OD ensemble, on s'est remis à regarder OD Espagne, là. Parce qu'on était comme, au moins, là, c'était comme plein de monsieur, madame, MX, tout le monde. Non, pas MX, là, je vais exagérer, mais monsieur, madame, tout le monde. Puis c'était plus accessible. Tu sais, c'était pas... Tu veux dire Espagne... Khaled, Cynthia, là. C'est ça qu'on a recommencé à regarder parce qu'on était comme, au moins, là, t'as pas l'impression que tout le monde se connaît, que c'est tout déjà... Parce que moi, je sais pas pour vous, mais moi, je connais personne qui ressemble aux participants. Puis je sais que je suis dans une bulle avec... tu sais, j'ai beaucoup d'amis queer, j'ai beaucoup d'amis qui me ressemblent, on a les mêmes intérêts et tout, ça, c'est fine. Mais comme, au-delà de ça... C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis mannequins. Non, mais ils sont déconnectés parce que, tu sais, une fois, je sais pas si on l'a déjà raconté, mais je vais me mouiller, là. On a déjà participé à des panels là, pour parler d'OD avec les ficelles. Puis, il y a quelqu'un qui était sur la production d'OD dans un Teams là, avant, juste pour nous préparer pour le panel. Puis, la personne, elle a dit quelque chose du genre mais tu sais, les candidates d'OD, c'est des gens ordinaires, c'est juste que c'est des mannequins. Puis là, moi, je suis partie à rire parce que j'étais comme, mais voyons, madame, à quel point tu vis pas sur la même... Tu sais, à quel point tu vis pas sur la même planète. Je pense pas que les mannequins ils ont des vies comme les gens ordinaires, là. Mais tu viens de parler des close-up tantôt pendant ta chronique. Tu sais, penses-tu qu'il y aurait un close-up sur moi si j'étais dans OD? Je serais pas dans OD, mais comme, c'est exactement ça. C'est que quand je regarde ça, je ne me vois nulle part. Et j'enlève vraiment mon lesbianisme, là. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais juste le fait que moi, Samia, là, genre, avocate, qui veut effectivement trouver l'amour. Parce que, encore une fois, on parle de la game d'OD, c'est plus nécessairement le fait de trouver l'amour. Tu joues la game pour gagner, comme par exemple Félix puis Solène, mais tu sais, c'est même plus, dans ma tête, c'est même plus relatable. Puis je pense que c'est ça qui me fait un petit peu décrocher, pardon. Puis je me sentais vraiment plus... Je me sentais vraiment plus concernée, même si il y avait d'autres problèmes, là, mais avec OD Espagne, parce que c'est tout du monde qu'on voit plus. Quand tu rentres à OD, puis sûrement vous en avez déjà parlé, là, mais quand tu rentres à OD aujourd'hui, t'es quasiment certaine là, d'avoir un job, un contrat d'influence après. Là, oui, ils te pluguent même avec une boîte, là. Ben c'est ça. Ils ont comme déjà un contrat, là, ouais. Pendant des pubs, puis ouais. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense, qui m'a fait perdre le fil parce que il y a même les personnes racisées, puis je me mouille moi aussi en le disant, mais même les personnes racisées, ça reste des bonnes personnes racisées. Ils vont pas amener la personne... OK, je vais y aller dans l'extrême, mais il y aura jamais de femmes voilées à OD, là. Ils vont même pas se dire que c'est une option, alors qu'au final, si on se fie sur c'est qui la population québécoise, ben, mettons, proportionnellement parlant, peut-être qu'il pourrait y en avoir. Puis non, c'est toutes des mannequins, c'est toutes des personnes... ils se ressemblent, moi, pour vrai, là, je vais vous le dire, mais avant l'épisode, il a fallu que je re-regarde les noms parce que je me mêle, ils sont toutes pareilles. Ils sont toutes pareilles, puis au final... Puis c'est ça, tu sais, j'en parlais aussi un petit peu avant l'épisode, mais je sais que, par exemple, à l'année de Stevens a gagné, c'est un homme noir, puis c'est incroyable, c'est
genre, he's a good man and everything, mais encore une fois, c'était l'homme noir qui avait du succès dans la vie, puis qui était gentil, puis qui respectait certains standards, puis encore une fois, qui était fétichisé par les femmes, parce que lui, c'est un homme noir. Si ça avait été une femme noire, tu sais, il n'y a pas de femme noire qui a gagné au dé. Sauf si je me mouille, y en a-tu déjà eu? Mia, c'est une femme c'est ça, issue d'un couple mixte, mais c'est ça, il y a vraiment aussi le standard du colorisme aussi. Je pense qu'on en avait parlé avec Beck au début de la saison. Tu sais, Mia et Simon ont gagné, mais comme... J'aurais goût de dire par dépit, là, parce que les gens étaient fâchés que Marie-André et Anthony ne se soient pas rendus en finale. Puis les deux autres couples avaient été méchants, fait que le Québec s'est rallié derrière Mia et Simon, mais comme par dépit. Oui, parce que c'était comme un move comme stratégique pour punir les autres couples. C'est ce que les gens disaient sur les publications, le monsieur, madame, tout le monde. T'sais. Je pense même pas que c'était les favoris dans les faits. Non, du tout. Puis il y a eu le petit scandale au début de l'année de c'est quoi une vraie femme noire tout ça. Puis on n'embarquera pas là-dedans, mais comme... C'est vrai que Mia, en ayant un teint un peu plus clair, en ayant souvent les cheveux lisses, puis c'est zéro no shade à Mia, là, you do you boo, mais tu sais, elle correspondait beaucoup plus à ce qui est acceptable aux yeux des personnes blanches, soit qui regardent OD ou qui sont dans la prod d'OD, que Rachida, Naomi. Puis Naomi, c'était une fucking mannequin aussi. Là, je suis comme... Si Naomi ne réussit pas à se faufiler plus loin dans OD, aucune femme noire will ever do it. Comme... Non, c'est ça. Fait que oui, tout à fait. Mais donc, c'est ça. Puis tu sais, je me suis demandé, j'étais comme... En plus, je reviens du Maroc, où est-ce que même en tant que femme lesbienne, j'arrêtais pas de me faire cruiser dans la rue, parce qu'au Maroc, les standards de beauté sont différents. Puis le truc, c'est que je me demande, mettons, là, puis c'est ça, je vais même pas dans la queerness, je vais juste dans un OD, où est-ce que... Puis tu sais, je sais que vous en avez parlé avec Manal notamment, mais cette saison-ci, ils ont même pas essayé de prétendre qu'il y avait un effort d'avoir de la diversité corporelle. Non. Ils ont pas essayé d'avoir une personne et trans et grosse, avec des gros guillemets. Tu sais, ils ont même pas fait l'effort. Il y avait même pas quelqu'un qui était peut-être genre de la diversité de quoi que ce soit, tu sais. Fait que... Une médium comme Virginie dans son année, tu sais. Virginie, la grosse Virginie, la moitié de son poids en plus en ce moment. Ah, pour vrai? Ah, j'ai pas... Récemment, c'est... On peut se demander pourquoi, tu sais, avec tout ce qui, toutes les influences, tout ce qu'elle a dû entendre. Mais bref, c'est juste, je pense que au-delà d'aller, on va même pas aller dans la queerness, on va juste aller dans se remettre en tête de qu'est-ce que les gens, tu sais, à quoi les gens ressemblent. Et les gens, moi en tout cas, dans mon entourage, il y a personne qui ressemble aux participants d'OD. Puis ça serait tellement le fun de voir des vraies personnes. Puis là, on parle surtout des filles grosses ou des filles plus roudoudou, plus rondes, on va dire. Même les gars. Mais c'est ça, exactement. Sur leur corps, les close-up, les activités. Tu sais, je pensais juste à ça. J'étais comme, tu sais, ils prennent pas en considération que, par exemple, mettons, s'il y avait une personne à mobilité plus réduite, ils pourraient pas faire toutes les activités. Ils pensent pas à ça. Puis je pense que même quand ils ont essayé de faire un semblant d'effort d'avoir des personnes trans ou autres, genre personnes grosses, c'était pas parce qu'ils le pensaient ou ils le voulaient vraiment. Ils l'ont fait parce que c'était à la mode, dans l'air du temps, il fallait le faire. Puis on dirait que cette saison-ci était comme, hey, on a un couple, on fait ça super rapidement, on tourne tout en un mois. C'était ça les nouveautés, fait qu'il y avait comme d'autres... on a été comme distrait par d'autres affaires, fait qu'on a comme même pas questionné la diversité plus qu'il faut. Puis on avait quand même la femme noire, puis Stéphanie, puis Melek. En tout cas, on dirait que c'est ça. Je pense que cette saison-ci, ça m'a vraiment refroidi rapidement. Genre, j'ai trouvé ça encore plus plate que les autres. Puis hier, quand Julie Schneider est venue puis qu'elle a dit que c'était genre toute plateforme confondue, ça avait été écouté, puis elle a parlé d'envergure internationale. J'étais comme, de qui c'est? Est-ce que vous avez compris? Moi, j'ai pas compris, là. Envergure internationale, j'étais comme, je pense pas, ma belle. Moi, j'étais genre, si c'est les vrais chiffres, ça en dit beaucoup plus sur la piètre qualité des performances de Nouveau dans les autres émissions que sur la qualité mais oui, est-ce que moi j'ai des amis maintenant qui habitent pas au Québec mais qui l'écoutent avec un VPN, mais est-ce qu'ils ont accès à là je me disais bon, c'est-tu mon amie Roxane à San Francisco qui fait booster leur code d'écoute international là, parles-tu de comme la fraction de seconde dans la finale de dimanche parce qu'ils ont montré que à OD Extra, je pense que Alicia puis Fred avaient fait une entrevue à la télé française. C'est sûr, c'est ça. Peut-être. Mais c'est ça, puis tu sais... Ils sont des loulous, là. Vraiment. Pour vrai, hier, elle était vraiment... pour être smart, des loulous, Julie, là, mais comme ça allait pas du tout, puis...
Je reviens, comme je dis, de mon voyage au Maroc, puis au-delà du fait que je me faisais cruiser, c'est juste la vérité. Genre, comme, il y a des gars qui vont aimer des filles qui ressemblent pas à toutes les filles qu'on voit à OD, qui vont aimer les filles un petit peu plus rondes. Il y a des filles qui vont aimer des gars un peu plus ronds. Ou, tu sais, on parlait de la neurospiciness aussi. On s'est pas dit de manière claire, mais il pourrait y avoir des personnes... Je me demande juste, c'est ça, si... dans le fond, au final, on sait que c'est tout pour les codes d'écoute. Puis, monsieur, madame et mix, tout le monde sont pas prêts à voir d'autres choses. Puis, je trouve ça triste parce qu'en ce moment, c'est pas de la télé-réalité. C'est de la télé mannequin, genre. C'est de la télé de comme... Mon problème, c'est que je pense que des fois, ils pensent qu'ils choisissent des gens ordinaires. Genre Mick, mettons. Ouf, Mick, tellement plate. le gars le plus beige, le 14e numéro courtier, 1, le plus beige, tu sais. Sauf que c'est pas ça, une vraie personne. C'est ça. Tu sais, moi, je connais aucune personne qui est aussi plate que lui dans la vraie vie. On dirait que pour eux, c'est impossible de s'imaginer qu'une personne qui est pas comme... soit juste ordinaire, mais qu'elle pourrait être charismatique, qu'elle pourrait être drôle, qu'elle pourrait avoir plein de choses à dire, sans qu'elle soit nécessairement exactement dans les standards de beauté. Qui était le cas je sais pas, c'est pas la faute à Jay, mais qui était le cas dans les OD, la mouture d'avant. Oui, mais est-ce que ça existait dans la mouture d'avant, être influenceur? C'est ça aussi. Genre, moi, c'est ça ma question. Ça a commencé quand déjà? Genre 2000, en même temps qu'Instagram, genre comme... 2017-2018? Ouais, comme ça a commencé. On dirait que la nouvelle mouture d'OD en 2017, c'était comme le début des grands influenceurs. Peut-être quelques années avant. Je me mets peut-être les pieds dans la bouche, là, mais je me demande même si c'était une option pour les autres années précédentes avant Jay. C'est ça, personne n'avait sur son CV influenceur en voyage. Là, c'était genre la coiffeuse de Terrebonne, le policier de Laval, puis le pompier de Terrebonne. Ils faisaient ça comme side hustle au pire. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, puis je trouve que ça clash avec le fait que je trouve quand même qu'il y a un effort dans la télé québécoise de comme avoir des modèles relationnels différents. Tu sais, de plus en plus, les jeunes ont accès à des émissions. Moi, je les connais pas, là, mais je sais qu'il y a des émissions où est-ce qu'il y a des personnes non-binaires, des jeunes couples gays, des jeunes couples de lesbiennes. Fait que, tu sais, on dirait que ça clash parce que OD, j'ai l'impression que ça régresse et non que ça évolue. Puis, tu sais, dans l'air du temps, là, parce qu'il y a des propos très problématiques, racistes, tout ce qu'on veut dans les moutures d'avant, là, dans les saisons d'avant. Mais comme aujourd'hui, le problème, c'est que c'est juste pas à l'image de la société. Puis, tu sais, je pense, là, je vais name drop encore Manal, mais tu sais, son show, là, Échoué, qui va jouer, ça va être tellement important pour les personnes grosses, tu sais. Ah oui, pour les gens qui l'ont pas, parce qu'elle en a parlé au premier épisode, mais là, elles ont eu le financement pendant les finalement. Gabriel Isaac. C'est tellement nice. C'est ça, tu sais, comme... C'est pour des choses comme ça que je vis, puis c'est de ça qu'on a besoin. Puis c'est ça, je suis là pour... Tu sais, je suis là, vous m'avez présentée comme présidente de HLM, lesbienne affirmée, très contente, mais comme je sais qu'il existe des shows qui ne vont pas parler de la réalité lesbienne, et je demande pas non plus à ce qu'il commence à y avoir des personnes non-binaires pro-Palestine avec du poil. Mais genre, juste quelqu'une que je vais pouvoir me dire à la fin de la journée, aujourd'hui, je me suis sentie représentée. It could have, exact, and it will never, to be honest, to be fucking honest, it will never, mais comme, it could have. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'une autre des choses, puis je pense que c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui de représentation, mais quand j'étais au Maroc, j'ai eu la chance de faire un tournage avec mon ami sur des personnes queer au Maroc. Puis c'était vraiment intéressant parce que on leur posait des questions sur comment ils vivaient leur queerness là-bas, puis pourquoi ils avaient accepté, même si c'était peut-être un danger pour leur sécurité, parce que c'est pas légal d'être queer au Maroc, pourquoi ils avaient accepté de participer au projet. Puis ce qu'elle disait, puis là je fais vraiment, là, je parle de OD puis de queerness au Maroc, là, mais ce qu'elle disait, c'est que peut-être que si, en étant plus jeunes, ils avaient eu une représentation, ils se seraient pas posé de questions du genre « Do I even deserve to live? Est-ce que je mérite de vivre? » Tu sais, fait que là, c'est à l'extrême. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est important. Puis même moi, là, tu sais, je considère pas que j'ai besoin de représentation dans le sens où I'm okay, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, puis aujourd'hui, je suis contente de qui je suis, je sais qui je suis aussi, mais ça m'a fait tellement plaisir d'entendre ça. Puis eux, pour vrai, ils étaient vraiment tous plus jeunes que moi, ils étaient dans la vingtaine, mais ça m'a tellement fait du bien de les voir, même s'ils étaient plus jeunes que moi, de les voir représentés dans mon pays d'origine, parler de queerness. Fait qu'imaginez juste l'impact que ça aurait de pas avoir juste des mannequins influenceurs dans OD, tu sais. Ça irait toucher peut-être une petite fille à Rimouski qui se fait intimider quand elle se met en maillot pour son cours de sport, je sais pas. Puis même Samia a 28 ans, qui regarde la télé puis qui se sent concernée un petit peu par ce qui se passe au Québec. Ben non, je vais me tourner vers Échoué, je vais me tourner vers d'autres émissions qui me concernent un peu plus, ou je vais me tourner vers
des shows qui sont pas québécois. Tu sais, je vais me tourner vers d'autres choses qui me représentent plus, comme je vous réfère encore une fois à l'épisode de Kim, où est-ce qu'il parle des émissions qui existent là, pour la queerness. Puis c'est ça. Je pense que... Puis, honnêtement, si j'avais écouté Ficelle avant l'épisode, peut-être que ça m'aurait motivée à continuer de regarder les émissions parce que c'est en écoutant votre podcast que j'étais comme, OK, mais c'est drôle, puis ça c'est intéressant de se poser des questions sociétales puis des questions plus anthropo par rapport à cette émission, qu'est-ce que ça représente, tu sais. Ça, c'est plus officiel que tu relates. Que... Mais exactement, je relate parce que je me dis, je suis pas la seule à penser ça, tu sais. Mais là, je le regardais sans but. Je le regardais, puis j'étais comme, bon, ben c'est fini. J'avais pas les ficelles à écouter, fait que je l'écoutais, puis j'étais comme, bon, why did I just lose an hour of my... Puis tu sais, moi, je suis pas comme toi, je regarde pas les quotidiennes, puis les extras, puis tout, là. Je comprends qu'on boycotte OD Tentation. Mais voilà, tu sais, je pense que juste de se sentir vu, entendu, puis je pense que c'est ça l'affaire, c'est que peut-être pour la queerness, là, comme j'ai dit, là, je m'attends pas à ce que demain, tu sais, qu'on nous dise que tout le monde est pansexuel, là, c'est pas ça que je demande, mais juste que ce soit des vrais humains. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que pour répondre, pour continuer d'avoir le clout qu'il y a, puis que Julie continue d'être heureuse avec ses codes d'écoute, pour atteindre tant Nicole que, tu sais, comme tout le monde, ben là, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils restent dans un certain standard, puis que tout le monde se ressemble. Mais je suis sûre que Monique puis Nicole, ils auraient bien plus de conversations sur le fait que la petite, je sais pas, justement, Shaina ou d'autres personnes qui ressemblent plus à Shaina puis à Stéphanie, mettons, qui sont restées plus longtemps, qui c'est intéressant que... Puis une autre affaire, là, au-delà de la représentation médiatique, c'est comment la prod nous montre le développement des relations. C'est rare qu'on voit les couples jaser d'autres choses que le fait qu'ils se trouvent cute ou que comme ils sont tapés dans l'œil de l'autre. Et que pour comme... Christina et Alexa, c'est juste ça leur couple. Ah, mais t'es beau, ah, mais t'es belle. Mais c'est ah, mais t'es belle, ah, mais t'es beau. Moi, ça m'a scié en deux quand ils ont dit qu'il n'y avait plus rien à se dire. J'étais comme, mais voyons, sacrément, comme moi, ça m'a scié en deux. Parce qu'à chaque fois, j'essaie de leur donner le bénéfice du doute, que peut-être que dans le fond, c'est juste parce qu'il faut qu'ils coupent pour nous montrer ce qui est intéressant, mais comme même ce qu'ils montrent, c'est pas nécessairement intéressant. Je le sais pas, c'est quoi leur valeur politique, puis c'est ça. Je pense mais que... ils vont jamais... En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ils vont jamais le faire. Là, ils ont donné, quoi, une fois, Nadé, elle a fait son petit speech contre le racisme, puis ça avait l'air extrêmement malaisant pour tout le monde impliqué. Mais encore une fois, c'était à la mode à cette époque-là. Oui, c'était à la mode, c'est en 2020. Puis Joliane, elle avait essayé, je pense, de parler de la mode. C'était aussi à la mode, un peu. Puis là, il avait fait faire aux femmes blanches des cérémonies de la sauge, puis c'était all kinds of malaisant. C'est ça. Bon, on en avait parlé ici quand même. Ça, nous, ça nous donnait du jus pour des chroniques. Mais Joliane was cool. La prod d'OD, c'est le cas typique des gens qui ont un privilège, qui ont du pouvoir, qui ont une émission, même si nous on rit de leur code d'écoute, mais qui fait beaucoup, tu sais, qui a du pouvoir au Québec, et qu'ils devraient prendre ce risque-là, entre gros guillemets, de juste mettre d'autres sortes de personnes à l'écran. Oui, parce qu'au même panel, puis au même panel, la dame, il y a quelqu'un qui avait demandé dans la foule... Ben là, au Day Queer, c'est pour quand? Les ficelles en parlent à chaque année. Puis là, la fille de la prod, ben on attend, ben on aimerait vraiment ça. Puis là, moi, j'étais comme, ben qu'est-ce que vous attendez? C'est ça. Comme c'est vous qui avez le pouvoir de faire ça. Là, ils peuvent même avoir les deux. Ils peuvent avoir le OD genre typique là, qu'on regarde. Puis ils peuvent avoir un autre, c'est comme encore plus d'argent. Sacrez-nous OD Tentation Queer sur Crave Calvaire. C'est ça. C'est super de le tester sur nouveau direct. Mettez-nous ça. Moi, je pense que les gens sont prêts, beaucoup plus que ce que la prod pense. Moi, je pense que les gens sont prêts. Je m'excuse si je l'ai déjà dit ici, mais moi, je me fais dire ça beaucoup en humour quand je parle de racisme, de queerness, surtout de féminisme et tout ça. Non, mais Emna, tu demandes des choses, mais t'inquiète, le temps va arranger les choses. Les gens... Puis je suis comme, non, mais vous comprenez pas que c'est la culture qui va faire avancer des trucs, c'est pas l'inverse. C'est exactement ça. C'est pas comme il va arriver de quoi magiquement dans la vie, puis là, la culture va en parler, c'est l'inverse. Parce que si on attend que les choses arrivent, OD va surfer sur la vague genre de Black Lives Matter pendant comme une saison à peine, puis après on a les preuves de ça. Ben oui. OD aurait le pouvoir de le faire, mais non, ils ont attendu que George Floyd soit assassiné pour avoir plein de candidats racisés. Ils ont attendu que Joyce Echaquan soit assassinée pour avoir Joliane. Fait que c'est ça. Mais c'est effectivement, on ne sera jamais tanné d'en parler de ce sujet-là puis de représentation. Puis on espère que du monde de la prod vont se réveiller un jour. C'est plus woke. Merci, Paul, merci tellement. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Là, il reste une semaine seulement. Oui. C'est l'heure de vérité la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on attend pour l'heure de vérité? Moi, j'ai dans la catégorie « Sont-ils encore ensemble? » Anna et Mick. Oui, Anna et Mick, j'ai regardé les vendredis OD, malheureusement, encore une fois. Puis j'ai rien appris. Non. J'ai rien appris. Moi, je pense qu'ils gardent ça pour l'heure de vérité. Raph et Catel, moi, j'espère qu'on aura une closure là-dessus. Mais attends, je veux juste finir sur Anna et Mick parce que les vendredis OD ne m'ont rien appris, mais les réseaux sociaux, oui. Donc, Mick lui-même a dit c'est amical.
Ah! C'est amical pour l'instant. Il y a eu des rapprochements dans la maison des exclus, dit-il. Ça veut-tu dire on s'est accroché le coude en mangeant du spaghette? Sûrement. Maybe. Mais il a dit pour l'instant, c'est amical. Fait que, Personne n'est surpris. Fait que Félix avait raison. Fait que oui, pour Mécana, non, j'ai pas grand espoir. Là. Raph et Catel. Non. Ils font juste écouter ta chronique, puis s'ils ne déménagent pas dans 2 continents différents, ça serait bien. Fait que non, pas du tout. Moi, Alex, Maud Mamadou. Moi, je veux tout savoir de Maud Oui. Mamadou. Je veux qu'il French à l'heure de vérité. Alex, why not? Ouais, je serais pas étonnée que ça soit encore en train de butiner ensemble. Mais oui, pourquoi pas. Alex, je trouve que c'est eux qui ressemblent plus aux gens normaux. Genre, Ouais. je sais pas. Même s'ils ont zéro le physique de gens normaux, effectivement. Là, Non, mais on connaît une personne normale qui a daté Alex. Fait que ça Oui, le tout à rend fait. définitivement normal Tout à d'emblée. fait. On te le dira hors onde de qui on parle à chaque fois. Mais oui, Alex, sinon... Christina, Alexa. Alexa, oui. Moi, je pense... Oui. Moi, je me suis écrit, j'y crois parce que je pense que c'est le genre de gens qui se remettent tellement pas en question. C'est ça. Puis qui sont du genre à dire, pour pas avoir l'air cave en changeant d'idée, même si je suis super misérable, je vais jamais me séparer. Moi, je pense que c'est ce genre de personnes-là, ces deux-là. Au-delà de son entitlement, je pense que Christina est quand même vraiment en amour avec Ouais. Alexa. Oui. Puis j'ai vu ça un petit peu dans la finale hier. Là, j'avais vraiment l'impression que comme she Oui. was in love. Là. Oui, après, on sait pas. S'il y a des Moi, je causes pense qui qu'il va votent te pour Pierre déchanter Doriel. en voyant les épisodes. Je pense Ah, qu'ils ont dû ouais. avoir des conversations difficiles. Difficile. Mais sinon, dans les couples improbables, genre, on sait que, mettons, Maxime et... c'est quoi son nom? Juliane ont Bone, Melek et Bilal aussi, ça a l'air. Ouf, of course. Est-ce qu'ils vont en parler à l'heure de vérité? Je sais pas. Je vous le dis, arrêtez d'écouter nouveau. Allez sur YouTube puis TikTok, c'est là qu'il y a toutes les petits. Fait que voilà. Puis C'est qui va régler ses comptes aussi? Pensez-vous que Bilal va prendre trop de temps d'écran? Oh my Bilal, God. il continue de dire que Catherine Ah oui, F tu m'as conté ça hier. est tellement après lui. Puis moi, je veux que... Parce qu'on l'a jamais vu, là, la confrontation en ligne, tu sais, Ouais. à la télé, en ondes, je veux dire, de Katef Bilal, ça, je veux qu'il y en ait une. Il y en Ouais, aura moi aussi, certainement. je pense que oui. une. Ben je oui, pense c'est sûr qu'on que s'attend à ça. Puis, ouais, Bilal, il peut continuer à mentir tant qu'il veut, mais maintenant, Catherine F est sortie, puis elle peut répondre. Fait que Ouais, je c'est sais ça. pas qu'est-ce qui s'attend, mais ouais, ça va C'est être un peu fou de savoir qu'elle est sortie et qu'elle a quand même intégré OD Tentation. Moi, le timeline, là, je ne le comprends pas cette saison. Oui, c'est ça qu'on disait. On essayait de Ça calculer. fait aucun Catherine sens. F est sortie, elle est allée dans la maison des exclus. On sait pas, peut-être qu'elle n'est pas restée très longtemps. Elle est revenue Elle est allée quand à même pour OD la... Tentation. Non, mais attends, elle est revenue pour la décision finale du couple qui partait, Mais là. ça, c'est pendant qu'il était encore Pendant dans qu'elle était dans la section des exclus. Elle est revenue pour la décision finale, oui. Elle est allée à OD Tentation. Elle a eu le temps de revenir au Québec. Ils ont montré à OD Extra ou à Vendredi OD quand elle retrouvait ses enfants. Puis, OD n'était pas encore fini, puis on n'avait pas la finale encore. Fait que je sais pas. C'est ça. L'OD Mais Tentation, semble-t-il, ça a duré C'est 2 pas, heures. c'est pas justement notre technicienne qui nous écrivait un message comme quoi elle avait vu Oui, sur TikTok. sur TikTok que ça avait duré 6 jours Au aux Détentations. détentations. Oh my God. Tu sais, Et cette parle-moi année, là... d'un espace pour vraiment développer des liens forts. Ouais. Ouais, mais ça semble-t-il que ce sera plus comme Too Hot to Handle que comme genre Love Island ou n'importe quoi d'autre. là. Ben, Semble-t-il c'est sûr que c'est un tout ce espèce que tu de peux cheap développer, Too Hot to c'est Handle. Je sais pas un si vous avez intérêt vu. pour Bob, Non, là. moi j'ai pas vu. Tout ce que tu peux développer. Non, mais les pubs sont épouvantables. On Ouais. dirait que c'est tourné en 97 à Blainville. Là, le grain genre de pellicule, là, Ouais. comme, je sais pas, j'ai pas les mots techniques, là, mais comme Ben, c'est OD sur épouvantable. Wish. Là. Ouais, c'est OD. Mais sur- vous regardez ça, là, vous, ouais. des tentations? Non, mais on a vu les pubs On a vu les passer. pubs pendant Ok. qu'on écoutait OD sur le câble. Ça n'a pas Ouais. l'air Non. extraordinaire. Je sais pas. Moi, j'ai peut-être regardé juste par curiosité, mais les pubs m'ont vraiment refroidi. Ça, c'est le Ben, truc je qui veux est pas animé par encourager Marie-Pierre Marie-Pierre Morin. Morin. C'est ça que j'allais dire. Moi, je C'est ça. boycotte, là. On veut c'est pas ça. C'est ça. On peut pas l'encourager, l'encourager, mais comme. C'est juste qu'on sait que les gens vont nous en parler. Fait que là, tu sais, moi, j'étais comme. Je vais peut-être écouter le premier épisode, genre voir de quoi ça a l'air, mais comme. Après les pubs, ça m'intéresse Ça a l'air pas du tout. Ça a l'air dégueu. épouvantable. Moi, j'ai hâte de voir Anna sur Hinge. Oh! Parce que oui, il y a des soupçons de queerness. My gaydar is very strong on that one, mais comme... Mais quand Oh même, à my God, Tedford donc. Mine, là, ton Inch s'est rendu à Tedford Mine ou. Oui, oui, c'est elle qui vient. C'est pas elle qui vient de. Jalapenos de Tedford Oh Mine. my ouais, God, ouais. ça, c'était bon. C'était Tedford, mais oui. Wow. Ah, attends, on va voir. T'as tout le temps ton tableau. Je veux vraiment pas mettre de pression aux gens pour être queer. C'est vraiment correct d'être hétéro, c'est vraiment chill. oui, on Puis y a je trouve d'autres pas. mondes avec ton gaydar que tu penses qu'ils sont queer, non Ben, avoués? 4F, c'est parce que je la trouvais tellement flirty que pendant... Ouais. Tu sais, ça m'étonnerait pas qu'elle ait eu ses affaires,
Mais c'est juste, Anna, elle a juste comme un gabarit de lesbienne, tu sais, assez comme standard. Là. Je sais pas, ce que je dis, c'est vraiment blunt, là, mais c'est ça. Oui, effectivement. Alors, Anna de Tedford. Ouais, c'est ça. Super. Ben, avant de passer... Oui, c'est ça. Avant de passer aux recommandations culturelles, ben, on voulait remercier les dernières personnes qui se sont abonnées cette semaine en s'assurant des billets pour notre événement de dernier événement de la saison, en fait. Oui, ben on est sûr qu'ils vont, parce que des fois, tu peux aussi t'abonner à moins haut puis avoir les... effectivement. Mais donc, on présume que les gens qui se sont abonnés à la dernière minute, ils voulaient absolument leur dernière minute. Ouais. Alors, merci à Laurie S., Camille Després et Val Modu. Alors, au moment où vous allez écouter cet épisode, Ficello, il sera trop tard pour vous abonner, pour avoir accès à l'événement. Mais soyez sans crainte, on sait maintenant qu'il y aura quelques billets en vente. Mais tu sais, peut-être que quand l'épisode va sortir, il n'en restera plus de billets. Mais... Oui, c'est ça. Mais on sait qu'il y aura quelques billets en vente. Alors, surveillez nos réseaux sociaux pour tous les détails. Et puis, il n'est pas trop tard pour vous abonner encore aux autres paliers pour un dernier coup de main, un dernier merci, une chandelle peut-être que Gabrielle, notre productrice, a fait. Voilà. Et puis, on invite toujours tous les invités de la saison à l'événement final. Fait que si vous voulez venir voir les gens qui sont venus à notre micro cette saison-ci, ben c'est l'occasion de le faire. Oui. Voilà. Alors, les recommandations culturelles, veux-tu commencer? Oui, je me lance. Et bon, là, on n'est plus pas en tout dans le sujet de OD, mais en cette semaine de Black Friday, n'est-ce pas? Et à l'aube des fêtes, où les Québécois, on dépensera en moyenne environ 1 500 $ en cadeaux. Vous me fascinez, mes amis québécois blancs, surtout. Je vous recommande le documentaire sur Netflix Buy Now, The Shopping Conspiracy. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Je cherchais quoi regarder. Je connaissais un peu déjà tous les sujets vu que je suis moi-même très conscientisée à l'environnement, mais ça parle d'obsolescence programmée, de comment Amazon a été conçu et réfléchi pour que ça soit le plus facile et rapide possible de consommer. Ça parle de comment il y a des avocats, peut-être Samia, qui font tout dans leur pouvoir pour censurer certaines infos sur des produits pour nous empêcher de savoir comment les réparer quand ils se brisent, juste pour qu'on aille en acheter toujours des nouveaux. De compagnies comme Apple, pour ne pas les nommer, qui rendent leurs produits presque impossibles à réparer. Genre, je sais pas si vous avez regardé votre iPhone récemment, il n'y a pas de vis après cette affaire-là. Si c'est fait exprès, des fois, c'est même collé avec de la colle. Ça nous responsabilise de regarder ce genre de documentaire, honnêtement, parce que on peut plus dire, après l'avoir écouté, qu'on ne savait pas. Fait que si tu penses vraiment vouloir quelque chose, il y a une personne dans le documentaire qui suggère de mettre ça dans ton online cart pendant genre 1 mois. Puis si 1 mois plus tard, tu le veux toujours, ben là, peut-être qu'effectivement, tu en avais vraiment besoin. Sinon, nope. Puis le docu finit avec une phrase qui va rester longtemps, je pense, en moi. Ça dit « Whoever dies with the most stuff does not win ». Effectivement, si tu meurs avec plein de stock que tu as acheté en rabais, tu gagnes rien, là, tu sais. Fait que, s'il vous plaît, je vous en conjure, n'achetez pas de gogos qui vont finir au site d'enfouissement juste pour offrir des cadeaux comme ça à vos familles, vos amis. Il y a tellement de trucs seconde main qui sont possibles à offrir. Ou sinon, donner la fameuse expérience en cadeau. C'est des billets de théâtre, des shows de musique, des soupers au resto, des massages. Pour vrai, si vous regardez ce documentaire-là puis que vous avez quand même envie de faire plein d'achats sur Amazon après, je ne peux plus rien pour vous. Je suis désolée. Le système va vous avoir bouffé tout rond. Voilà, c'est ma recommandation. Toi, Amé? Moi, j'aimerais ça vous recommander un livre de Martine Delvaux cette semaine qui s'appelle Pompière et pyromane. Je trouve que ça n'a pas été assez discuté, Pompière et pyromane, dans les médias, mais c'est un livre que je lis, en fait, un peu comme toi la semaine passée, à petite gorgée, si je peux me permettre l'expression, parce que c'est pas un sujet rigolo léger, ce qu'elle aborde, mais c'est aussi un livre qui est rempli d'espoir puis de fragments de beau. Je voulais un résumé de Goodreads. Face à la crise climatique, Martine Delvaux refuse l'abattement et choisit le combat, celui que mène la génération de sa fille, qui tient tête aux décideurs et réclame avec force la protection de la vie sur Terre. Solidaire, elle offre ici un livre collage tissé de catastrophes, mais surtout d'espoir, où le feu occupe une place centrale. Feu sacré des militants-militantes, bûchers où tant de femmes ont péri, feu follet, feu de forêt dévastateur, rage incendiaire et feu de joie. Certaines flammes nous détruisent quand d'autres nous éclairent. Les pompières pyromanes qui habitent ce livre savent lesquelles entretenir amoureusement. Quelle femme. Mais oui, c'est ça. Fait que je l'ai pas encore fini parce que, comme je vous dis, je prends mon temps. C'est mon livre de métro quand je m'en vais travailler. Je lis quelques pages, quelques extraits ici et là. Mais parce que tout me donne envie de crisser le feu dernièrement. Fait que si c'est votre cas, je pense que vous pourriez vraiment y trouver votre compte. C'est un ouvrage assurément cathartique à date. Puis comme on a réagi viscéralement avec Martine Delvaux, on se trompe rarement. Fait que voilà. Merci, Amé. Et toi, Samia? Bon, moi, déjà, je voulais faire du pouce sur ce que tu disais. Cette année, même si
je suis marocaine. Moi et ma famille, on fête Noël parce qu'on est des bons petits immigrants. Cette année, on s'est dit qu'on allait faire nos cadeaux. Fait que on fait tous des cadeaux, puis c'est ça. Je pense que je vais genre faire du fudge ou du caramel. Mais comme... C'est tellement un beau cadeau. Vraiment. Moi, vous voulez me rendre heureuse, faites-moi à manger. Littéralement. Il n'y a rien qui mange de plus. Puis ça peut être autre chose. Là, ma soeur nous tricote des trucs, puis mon frère, il fait du Baileys maison. Genre, tu sais, il y a comme tellement de choses que tu peux faire, puis qui prennent pas nécessairement du temps. Fait que, à bon entendeur. Je voulais aussi nommer le fait, parce qu'on parle de relations amoureuses, là, avant de vous donner ma recommandation, là, mais c'est la journée mondiale contre l'élimination des violences faites aux femmes. Oh. Puis je pense que c'est une des choses aussi que je trouve difficile des fois avec des émissions comme OD, c'est un peu les comportements dans les relations conjugales. Fait que je voulais juste noter ça, même si quand ça va être diffusé, ça va être mercredi. Pour ma recommandation, j'ai envie de parler de Nemesis, qui est une autrice, compositrice, interprète palestinienne qui a malheureusement perdu son deal avec son record label au lendemain du 7 octobre, qui va venir à Montréal le 21 février au Théâtre Fairmount, oui. Oh fait que j'invite tous à découvrir cette vraiment chanteuse incroyable. She's amazing. Elle est vraiment, vraiment cool. Fait que voilà, le 21 février au Théâtre Fairmount. Nemesis. Ouais, elle a chanté la tune de Lord. C'est quoi la chanson, le nom? We Live in Cities, ouais. Puis elle a chanté le bout en fait, qui parle pas du tout de la Palestine, mais que elle a mis genre des images de la Palestine. Tu as parlé à Farouche. J'en ai parlé à Farouche, puis je le chante, cet extrait-là, maintenant sur scène. Puis vraiment, elle est transcendante, cette artiste. Pour vrai, aller la suivre. Je serai là. Je vais être là, j'achète mes billets tout de suite. Oui, voilà. Ben c'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine. Merci à notre invitée, Samia. Est-ce que tu as des choses à plugger pour les gens qui nous écoutent? Est-ce qu'on peut te suivre? Samia Poutine Tagine. C'est le meilleur handle, by the way, ever. C'est incroyable. Pour me suivre personnellement. Sinon, je vous invite vraiment à suivre la page de Helem Montréal. On est bénévole, on fait ce qu'on peut, mais je pense que le travail qu'on fait pour les communautés arabo-queer à Montréal, et on essaye de se décentrer de la métropole, mais est important. Puis voilà. Ben oui, allez suivre ça. Ben oui, merci. Merci Gab, notre ficelle de l'ombre, pour la production, la diffusion, l'organisation, les raids de communauté, toute l'entièreté de l'œuvre. Les fous rires, oui. Merci Marie-Hélène, magicienne du montage, qui en aura eu pour son argent aujourd'hui. Merci au studio chez Denise pour l'accueil toujours impeccable. Et Mel, notre technicienne extraordinaire. Merci à Julien Simard pour le jingle. Et merci à vous, chers ficellos, ficellunes, d'être au rendez-vous et de nous écouter. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site web de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison qui sera enregistré en live devant les membres Patreon et les quelques personnes chanceuses qui pourront mettre la main sur les derniers billets. So exciting! Bye! Bye!